En 1991, pendant la Mini Transat, j'avais inscrit dans mon carnet de bord que jamais je ne ferais le Vendée Globe. C'était beaucoup trop long et trop dur pour moi. Ne jamais dire jamais. Pour quelqu'un qui ne voulait pas y aller, le résultat n'est finalement pas si mal. Avant tout, ce qui me plaisait, c'était de naviguer sur un multicoque, même si ce genre de bestiole lève souvent la patte et chavire. C'est ainsi, on ne se refait pas. En 1999, au Sable d'Olonne, je me suis retrouvé face à deux personnes qui savaient ce qu'elles voulaient. Les patrons de PRB, Jacques et Jean-Jacques Laurent, père et fils. Ils étaient les sponsors d'Isabelle Autissier lors du Vendée Globe 1996 et de Round Alone, la course autour du monde en solitaire avec escale en 1999. Isabelle, qui souhaitait arrêter la course au large, avait suggéré plusieurs noms pour lui succéder, dont le mien, car je venais de gagner 2 fois la solitaire du Figaro. Il était question que je reprenne son bateau après cette course. Éric Coquerel, l'attaché de presse d'Isabelle, nous avait mis en contact. Le rendez-vous avec les Laurent fut simple. Ils étaient pragmatiques et cash, on a parlé technique. Isabelle a chaviré sur la Round Lawn et le bateau a été perdu. Pourtant, ils m'ont rappelé une semaine plus tard en me disant qu'ils voulaient continuer avec moi et construire un nouveau bateau. Ainsi, c'est avec PRB que j'ai gagné mon premier Vendée en 2001. En novembre 2017, quand Damien et Tiphaine sont venus me voir, je me suis retrouvé là aussi face à deux personnes qui savaient où elles voulaient aller. Leur préoccupation était de trouver le bon bateau. Je sentais une vraie connivence entre eux. Ils voulaient savoir si ma société, mère agitée, pouvait les aider et les accompagner en établissant le cahier des charges et le coût. C'est vrai que je savais comment fonctionne un projet comme celui-là. Damien est venu me consulter aussi pour la notoriété technique que j'ai acquise en naviguant sur tous les types de bateaux. Sans doute aussi parce que je suis un double vainqueur du Vendée et enfin parce que je suis patron d'une écurie. Si je n'avais pas senti le personnage, j'aurais dit non tout de suite. Mais j'ai compris assez vite que sa motivation était saine et claire. Il ne voulait pas simplement ajouter une ligne à son CV déjà bien rempli. Il avait vraiment envie de faire le Vendée Globe. Ce n'était pas du carriérisme. Damien avait un discours franc et pas du tout superficiel. Peut-être effrayé par le montant du budget que je leur ai proposé, Damien a fait le choix de travailler avec Jean Le Cam. Les nouvelles sont allées très vite à Port-la-Forêt. J'ai totalement respecté son choix. Il était très mature pour gérer son projet comme il le voulait. Il avait une vraie détermination et la capacité de s'adapter à un bateau de 60 pieds. Damien n'a besoin de personne, et surtout pas qu'on lui tienne la main pour avancer. Il savait ce qu'il voulait. Je n'ai pas le souvenir d'avoir essayé de le dissuader, ce que j'ai pu faire avec d'autres. Damien avait le cuir assez épais pour faire ça. Inutile de considérer qu'il a une main en moins. Sur le Tour de France à la voile, quand on regarde ce qu'il a fait, il faut être honnête, c'est remarquable, tout comme l'est son parcours olympique. Damien est un compétiteur, et c'est ce qui prend le dessus dans sa personnalité, dans ses actes. On a tous des différences. Lui, il les vit bien, sinon il n'aurait pas réalisé tant de performances dans sa carrière. Je n'ai jamais compris pourquoi on lui a refusé son entrée dans le Figaro en 2005. S'il en avait la volonté et qu'il assumait, où était le problème? Il y a des gens moins compétents avec 2 pieds et 2 mains. Pour ceux qui ne comprennent pas ou qui s'inquiètent, je les invite à regarder les images de Damien qui remontent son Jenneker lors de la route du Rhum 2018. Il y a plein de marins qui auraient pleurniché, coupé les morceaux et largué la voile. Damien l'a sorti et remonté de l'eau avec une seule main. Une fois que l'on a vu cela, on comprend qui est le bonhomme. Il en veut. Il est déterminé, il n'a rien à prouver. Et lorsque 6 mois plus tard, sur les Bermudes 1000 Race, il monte en haut de son mât, c'est un exploit de combattant. Quand on s'embarque pour le Vendée, mieux vaut être dans un état d'esprit de combativité et ne rien lâcher. Sinon, dès la première difficulté, ça fait tout drôle et à la 10e, on se retrouve au fond du bateau. Il faut expliquer à certains marins qui ne sont pas encore arrivés au large du Brésil pourquoi ils sont là, et leur répéter qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Vulgairement, on leur botte les fesses pour qu'ils s'accrochent. Être combatif, c'est 90% du boulot. Pour les 10% restants, il faut n'avoir peur de rien et savoir tout faire. C'est important de bien connaître son bateau dans les moindres détails. On ne part pas tous avec la même motivation. Avant le départ de mon premier Vendée Globe, je me suis retrouvé sur un plateau télé à côté d'un skipper à qui le journaliste a demandé
pourquoi il partait. Le marin a commencé à parler de karma, de voyage intérieur. Je ne comprenais pas ce que j'entendais et je le regardais les yeux écarquillés. Moi, j'y allais juste pour la confrontation, pour naviguer sur un beau bateau. Lui n'était même plus dans la philosophie, il était dans le mystique. Et pour mon deuxième Vendée, j'y suis allé pour gagner. Je n'ai pas de leçon à donner à Damien pour qu'il sache comment il doit vivre ça. Malgré tout le tintouin, au milieu de tout ce barnum, on reste des êtres humains avec nos forces, nos faiblesses et nos sentiments. Certes, l'expérience contribue à modeler tout ça. Peut-être perd-on un peu de naïveté et de légèreté. C'est là aussi qu'il faut avoir le cuir assez épais pour gérer ça. Chaque navigateur a tellement envie d'y aller que je trouve que c'est aussi une sorte de fête. Il faut la vivre pleinement et en profiter. À mon arrivée victorieuse le 10 février 2001, 200 000 spectateurs m'attendaient pour la remontée du chenal des Sables d'Olonne. C'est magique. Que ce soit pour une route du Rhum, une solitaire du Figaro, une régate d'un jour ou le Vendée Globe, au départ on y va pour se faire plaisir. Et le reste c'est du bonus. Selon moi, au départ, il faut éviter d'être fainéant. Si on l'est, on ne va pas jusqu'au Cap Horn. Au début, on entre dans la course en se limitant à un parcours de transat, et on arrive jusqu'au Brésil. Ensuite, on entre vraiment dans le vif du sujet quand on prend sa première tempête dans les mers du Sud. Sur le bateau, c'est un peu comme si on mettait sa tête dans un lave-linge. Et là, c'est parti. Il vaut mieux ne pas avoir peur, car c'est déjà trop tard. Il faut surtout écouter et observer le bateau pour voir comment ça se passe. Et ne pas oublier de dormir malgré tout. Ce sont des conditions que l'on vit rarement, forcément sans beaucoup d'expérience ni beaucoup d'automatisme. Dans le Sud, quand on a 25 nœuds, c'est du petit temps. Si on se loupe et qu'on va trop bas dans la dépression, on peut prendre 70 nœuds. La porte de sortie s'appelle alors le Cap Horn. Ou bien on met le clignotant à bâbord vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les Kerguelen, et là tout s'arrête. En 2000, j'ai failli tout lâcher quand j'ai cassé le démarreur électrique du moteur. Je me suis fait tous les films possibles, et parmi eux, il y en avait un qui menait à l'abandon. J'avais eu la chance d'être déjà passé sous la Nouvelle-Zélande. J'avais le Pacifique devant moi, ça me laissait du temps pour trouver des solutions. J'ai réussi à bricoler un système de poulies permettant d'utiliser l'énergie éolienne de la grande voile et de la communiquer au moteur pour qu'il puisse redémarrer. Je sais que Damien adore bricoler. Il va être servi. Le passage des caps, c'est plus symbolique qu'autre chose. Bonne-Espérance ou Lewin, on passe à 500 000, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Le Cap Horn, je ne l'ai pas vu à chaque fois. Il ne peut pas y avoir assez de visibilité. En revanche, qu'on le voit ou non, le passé, c'est la délivrance. On sort des mers du Sud, mais on n'est pas arrivé. Il reste encore l'équivalent de 2 transats et demi à faire. On n'est pas rentré, mais on est libéré. Et l'arrivée, enfin. Veni, vidi, vici. C'est ce que j'ai fait. Mais jamais dans la facilité, cette formule est trop simpliste. S'il y a un marin qui veut se lancer dans le Vendée Globe pour prendre des vacances, mieux vaut pour lui qu'il oublie tout de suite. Dans cette course, la règle de base est simple. 1 ennui par jour. Il faut être costaud sur ses appuis pour encaisser. C'est le tarif. Après un Vendée Globe, on devient un homme un peu différent. Inconsciemment, on sait qu'on l'a fait et qu'on a réussi. Il y a un levier de notoriété qui s'ajoute. Surtout, attention à ne pas changer. C'est assez délicat, tout se fait autour de nous pour qu'on soit traité différemment. Cependant, il faut garder les pieds sur terre et rester soi-même. On a le droit d'être fier et d'avoir mûri, mais on n'a pas le droit de devenir hautain parce qu'on a bouclé le Vendée. Ça peut rapidement donner la grosse tête, mais l'important est de vite redescendre du nuage. Quand je suis revenu de mon premier Vendée, ma compagne m'a parlé du lave-vaisselle qui ne marchait plus. Alors j'ai pris ma voiture pour aller en acheter un neuf. Le quotidien doit reprendre le dessus. On doit rester quelqu'un de normal, même si on s'aperçoit en prenant un peu de recul qu'on vient de faire quelque chose d'exceptionnel. Enfin, le Vendée Globe, c'est la compétition qui a la plus grande durée, tous sports confondus. Le marin est en compétition 24 heures sur 24 pendant 90 jours, un peu moins maintenant. On part pour un truc qui est différent, qui est très difficile, même si pour moi, la solitaire du Figaro est plus dure. Elle est d'ailleurs incontournable avant de tenter le Vendée Globe. De toutes les manières, il ne faut pas se voiler la face.
On est d'abord... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.